Alors dans cette présentation, nous allons faire un petit tour d'horizon du logiciel Cisco Packet Tracer que nous voyons ici. Après la phase d'installation, eh bien, on va chercher à établir notre première utilisation et je vais vous présenter les principales fonctionnalités, en tout cas celles qui sont essentielles. Alors comme vous le voyez, quand on démarre le logiciel, on atterrit sur ce plan de travail et on peut observer en fait les angles. Déjà nous présente ici, vous avez des fonctionnalités, vous voyez Real Time ou Simulation, c'est-à-dire en fait la simulation qui permet de voir les actions se réaliser en cours de transfert sur le réseau. En clair, c'est le côté transfert des données qui est mis en évidence ici. Alors vous voyez ici, là, quand je clique sur le petit onglet ici, il passe en mode simulation. Ici, il est en mode temps réel. Et la différence, c'est qu'ici, tout est ralenti pour pouvoir visualiser tout ou partie des protocoles qui sont ici. Alors, on va voir tout à l'heure comment on fait pour choisir et exploiter tout ça. Par défaut, c'est le mode temps réel qu'il faut utiliser. À l'opposé, en haut à gauche, vous avez un mode de fonctionnement logical ou physical. Alors, ça, c'est une vue logique des choses, c'est-à-dire on va travailler en mode table à dessin. On va dessiner notre réseau avec des icônes représentatives. Et puis ici, on les verrait en situation comme s'ils étaient installés dans des bureaux, qui se trouveraient par exemple dans une entreprise, qui se trouveraient dans une ville, etc. Ça permet d'avoir une cartographie proche d'une situation réelle et géographique d'une infrastructure réseau. Mais pour l'instant, nous, on ne va pas aborder cette façon de travailler. Donc on va rester en mode logique. En bas, vous avez deux boutons qui vont être bien utiles. Un qui va permettre de redémarrer complètement l'alimentation électrique de tout ce qui sera présent ici, donc tous les équipements. Power Cycle Devices, ça permet en fait, quand je vais cliquer dessus, vous voyez, j'ai la possibilité de redémarrer complètement le système et tous ses composants, c'est-à-dire vous allez voir tout à l'heure tous les ordinateurs, tous les serveurs, enfin, etc., tous les switches, tous les routeurs éventuels. Et puis à côté, un bouton Fast Forward Time qui permet d'accélérer en cliquant une ou deux fois dessus les processus en cours de fonctionnement. Alors par exemple, quand on démarre un appareil et que ça prend une minute, en cliquant deux fois, ça prend qu'une seconde. Voilà. Alors, en bas, on voit des icônes. Si vous regardez en bas, vous allez voir ça va évoluer. Et ici aussi, en fonction de comment je vais cliquer les trucs. Ici, si je clique sur la première icône, je vois les principaux équipements d'interconnexion. Ici les routeurs, ici les switches, ici les hubs, ici les équipements Wi-Fi, les équipements de sécurité, les équipements de réseau étendu. Routeur switch, ça va être essentiellement dans ces deux composants-là qu'on va puiser le plus au début. Alors par exemple, si on prend des switches, qui sont donc des commutateurs, on voit le célèbre 2960 de Cisco, des switches génériques, c'est-à-dire qu'on peut les faire évoluer en fonction de cartes qu'on pourrait insérer dans les slots, des switches évolués de type niveau 3, etc. etc. Quant au routeur, c'est pareil, on a une gamme assez représentative des équipements Cisco d'aujourd'hui. À côté, les équipements de terminaison. Alors essentiellement, ce qui nous intéresse, c'est cette première catégorie. Les ordinateurs portables, les ordinateurs fixes, les serveurs, alors les fixes, les portables, les serveurs, les imprimantes, les téléphones, etc., etc. Et puis un petit peu plus loin, alors ça on va pas y toucher pour l'instant, mais on pourrait par exemple simuler un Arduino ou une carte type Raspberry, pour faire par exemple de la domotique. Et on peut voir ici un icône qui représente en fait tout ce qui est connexion. Alors les câbles notamment, les fibres optiques, éventuellement les liaisons série par exemple ici, d'interconnexion modem. Des objets connectés peuvent être accordés par ce type de câble par exemple. Alors, vous voyez, il y en a un qui est particulier ici avec ce petit zigzag là. Si on clique dessus et qu'on s'en sert pour interconnecter nos équipements, on verra tout à l'heure peut-être, il choisit seul le type de câble approprié à la connexion sur laquelle on souhaite le brancher. Donc du coup, on ne peut pas faire d'erreur, mais le problème, c'est qu'on n'apprend pas en ne faisant jamais d'erreur.
Alors moi je suis partisan de réfléchir à sélectionner les câbles. Ici le câble droit de cuivre, donc le câble droit de cuivre, le câble croisé de cuivre, c'est-à-dire essentiellement les câbles les plus courants. Voilà, donc alors pour voir ici, on a une série d'icônes. Bon, ça c'est assez classique, j'ai pas besoin de le détailler. Des options là-haut aussi dans des menus. Dans la fenêtre de droite ici, on a des options qui vont permettre d'agrémenter le dessin qu'on va faire ici. Et puis on a ces deux icônes qui permettent de générer du trafic automatiquement. Ici, ça va être l'équivalent de l'envoi d'un ping entre deux extrémités. C'est-à-dire que si on prend cette enveloppe, il va nous permettre de la déposer en départ à une machine pour la déposer en arrivée à une autre, et il va établir une liaison par ping entre les deux. Alors on peut commencer. Donc je vais ici sélectionner des ordinateurs. Une première astuce à connaître, c'est que si vous voulez mettre plusieurs ordinateurs, comme celui-ci, avant de le sélectionner avec la souris, vous appuyez sur la touche contrôle du clavier, vous la maintenez enfoncée, vous sélectionnez, vous relâchez la touche contrôle et vous posez vos ordinateurs avec des clics de souris. Vous obtenez une configuration, un placement automatique. Vous voyez le petit plus au milieu, ça veut dire qu'il y a une sélection en cours. Soit vous recliquez ici, ou soit vous appuyez sur échappe avec le clavier. On peut positionner comme on veut tous ces équipements. Ensuite, on va prendre des équipements de connexion comme le switch, ici. Le switch, donc le switch c'est le commutateur. On va prendre le 2960. Comme j'en ai besoin que d'un seul, pas besoin de cliquer sur contrôle. Je le mets au milieu. Maintenant des câbles. Les câbles, c'est des câbles de cuivre droit qu'il faut utiliser. Donc je sélectionne contrôle, je sélectionne le câble, je relâche. Et je vais cliquer sur un PC pour montrer que je veux partir brancher mon câble. Et là, il me propose les 4 connexions possibles, alors 4 en l'occurrence, RS232, USB 0, USB 1, Fast Ethernet 0. Alors déjà, une première chose intéressante à voir, c'est que la forme des prises est un peu respectée quand il s'agit de choses normalisées de par leur forme. Et ici, on voit une carte réseau, on peut donc envisager de le brancher ici. Autre remarque, la couleur jaune orangé comme on le voit ici, c'est typiquement la couleur représentative des liaisons Ethernet, ou Fast ou Giga Ethernet. En général, Giga Ethernet, c'est plutôt plus foncé que ça, du type un peu orange. Mais ça, c'est du Fast Ethernet assez classique. Donc, on va se connecter ici, il suffit de cliquer, le câble part, et on va le brancher où on veut. On pourrait le brancher là, on pourrait le brancher là, mais c'est ici qu'on souhaite le brancher, dans le switch. Le switch, il possède 24 ports Fast Ethernet, plus 2 ports plus rapides, Gigabit Ethernet. Alors, quelle est la différence? Au niveau connectique, aucun. Au niveau fonctionnalité, aucun. Mais tous les ports jaunes ici, Fast Ethernet, ont un débit de 100 mégabits par seconde, alors qu'ici, c'est 1 gigabit, ce qui fait 1 milliard de bits par seconde au lieu de 100 millions de bits par seconde. Donc, on va se connecter, par exemple, ici, sur le 1, l'autre PC très rapidement sur le 2. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Avant de continuer, vous voyez qu'ici, il y a un petit voyant qui passe au vert. Il représente la LED de la carte réseau. Et de l'autre côté, vous pouvez remarquer qu'il est orange et qui clignote de temps en temps. On va le voir, là, ici. Et pareil de ce côté-là. Donc, ici, il est vert. Ici, il est vert dès le début. Mais là, c'est orange. Et sans que je ne fasse rien, vous allez voir que assez rapidement, ils vont passer au vert. Voilà, le premier. Le deuxième va suivre. Voilà, alors, je continue. Je branche le port 10, je choisis de m'éloigner un petit peu, 10 et 11. En fait, le choix que je fais ici, c'est juste pour m'organiser, mais ça n'a aucune importance. Vous remarquerez que il est bien utile de voir les numéros de prise s'afficher à proximité des équipements. Ici, on voit que ce câble, il est sur 11, et si on n'est pas sûr, on le bouge pour voir. Voilà, vous voyez, 11. Et l'autre il est sur 10, d'accord? Ça me permet d'avoir une vision des branchements quand je vais faire mes paramétrages de switch, c'est-à-dire mes répartitions, ça sera très utile. Si vous ne les voyez pas, ces prises, et que vous voulez les voir, vous allez dans le menu options là-haut,
préférences et vous cochez cette case Always Show Ports Labels. Et vous verrez, alors si je la décoche, en fait, vous verrez exactement ce qui se passe. Voilà. Il suffit de quitter. Bien. Alors, on a 4 PC reliés sur notre switch. On va pouvoir éventuellement, avec ces icônes ici, mettre des petits commentaires ici, des petites étiquettes. Ici, des formes. Alors, j'aime bien mettre une forme ici de type rectangulaire que je vais remplir d'une couleur jaune par exemple, celle-ci, celle-là plutôt, voilà, vous voyez ce genre de choses, et puis on va choisir une autre couleur, là, orange, et on va se mettre ici, voilà. Alors vous voyez que j'ai eu un petit problème avec ma souris, du coup ça a créé un deuxième carré ici, je vais l'enlever. Alors j'ai choisi la flèche ici, la croix ici, qui va me permettre de supprimer un équipement. Faites attention, quand vous la sélectionnez, il veut supprimer le dernier équipement sélectionné. Donc vous faites No, et vous pointez l'équipement qui vous gêne. Voilà. Et après vous reposez en prenant ça à la place, l'outil de sélection. On peut prendre ici un petit enfin une petite indication. Voilà, hop, vous appuyez, puis quand vous avez fini d'écrire, vous tapez sur la touche Escape du clavier. Voilà, zone 1, zone 2 par exemple, hein. Ça c'est à titre de démonstration. À tout moment, par cet outil, vous pouvez sélectionner, déplacer vos éléments, si vous voulez faire un truc assez joli par exemple. Bien voilà. Alors à ce stade, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit un équipement, tout est stabilisé au vert, on voit de temps en temps que ça clignote, donc ça vit. On va prendre un ordinateur à titre d'exemple. Si vous l'ouvrez, vous avez une représentation physique de l'ordi. Alors, première chose qui nous attire le regard, c'est ce bouton marche arrêt. Si je l'éteins, ça éteint l'ordinateur, ça descend à 0, toute la ligne ici passe à 0 et les voyants passent au rouge. Si je le rallume, ça passe au vert ici, ça passe à l'orange ici, le temps que le switch ait eu l'information qu'il attend et qu'il ait validé l'ouverture de ce port. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de configuration et de fonctionnement du switch pour l'instant. Il est possible, si on regarde un petit peu plus bas, de changer la carte réseau qui serait ici. Il suffirait de la déposer là pour s'en débarrasser et d'en sélectionner une autre ici pour la mettre à la place par exemple. Mais ça, il faut le faire courant coupé. Au niveau de la configuration, ici vous avez la possibilité rapidement de modifier des choses, comme par exemple son nom, ou bien la passerelle et les serveurs DNS de la machine, en IPv4, en IPv6. Bon, des petites choses assez intéressantes. Ici, vous voyez, on peut, bon, c'est variable selon les machines, mais limiter par exemple l'utilisation en réseau de la machine. Bon, ce qui est vraiment intéressant, c'est plutôt de venir ici, par exemple, où là, Fast Ethernet, ça représente la carte réseau. Si je la désactive, par exemple, ben, je revois le même phénomène que quand j'avais coupé le courant. Et puis on peut éventuellement, si besoin était, changer l'adresse MAC et mettre une adresse IP. Alors par exemple, celle-ci, il suffit de taper sur la touche tabulation du clavier pour qu'il en déduise par calcul le masque. Alors vous remarquerez que la valeur du masque ici, elle s'est mise toute seule, c'est pas moi qui l'ai tapé. Mais en ayant choisi cette adresse, il a l'algorithme qui fait partie du protocole TCP/IP en a déduit l'adresse IP, enfin en tout cas la classe et le réseau à laquelle cette adresse appartient, ce qui a permis d'en déduire le masque par défaut qui va avec. Et là je vous renvoie vers vos cours réseau si ça ce n'est pas encore une compétence ou une connaissance que vous maîtrisez, en tout cas que vous avez acquis. Alors, voilà, donc là j'ai mis une adresse IP, on a vu tout à l'heure, il y avait une passerelle là-haut, je ne l'ai pas mis, je n'en mets pas. La passerelle en anglais gateway, il n'y en a pas sur mon schéma, pardon.
Une passerelle, c'est un routeur. Et ça permet de passer d'un réseau à un autre. Ici, je vais avoir qu'un seul réseau pour l'instant. Et donc, je ne vais pas mettre de passerelle puisque j'en ai pas l'utilité. Je vais prendre un autre PC pour vous montrer. Je vais faire un petit peu différemment. Je vais cliquer sur Desktop. Et là, je vois tout un tas de possibilités. Alors, c'est assez riche. Hein. Vous voyez qu'on pourrait avoir même la possibilité de créer ses propres applications. De gestion de domotique, gestion d'objets connectés, des mails, de la sécurité réseau, navigateur internet, communication, VPN, etc. Et ici, et c'est surtout ici qu'on va s'intéresser à pratiquer, on a déjà ici de quoi mettre l'adresse IP, et là, les commandes qui vont nous permettre en fait de faire du diagnostic comme on le ferait sur un ordinateur standard. Par exemple, si je clique ici, que je tape ipconfig, je verrai si j'ai une configuration réseau. Et pour l'instant, je ne vois rien. Alors, sur cette machine, on va utiliser cette icône pour mettre l'adresse IP. C'est un petit peu différent de tout à l'heure, mais ça revient exactement au même. Le masque. Là, j'ai tout sous la main. Vous voyez, l'avantage, c'est que sur une seule fenêtre, je peux mettre la gateway, le DNS server, mais ça revient au même en fait. Ça, c'est la partie IP version 4. En dessous, l'équivalent IP version 6 que je ne vais pas utiliser. Je vais faire rapidement la configuration des deux autres PC, mais je vais changer exprès d'adresse ici. Et pareil pour l'autre. Hop, vous voyez, donc ici, 112.168.1.2. Voilà, ça se suit, c'est pas mal. Hop, terminé. En passant la souris sur les équipements et en la laissant quelques secondes, je vois apparaître sur une petite fenêtre en fait la configuration et l'état de fonctionnement, up ou down en l'occurrence pour les cartes réseau. Mais si je veux en savoir un petit peu plus, je peux prendre cette loupe ici et cliquer sur un équipement et à ce moment-là, parfois c'est plus clair et c'est plus complet. Ici, ça ne l'est pas forcément parce qu'il n'y a pas pour l'instant matière à être plus précis que ça. Alors par exemple avec cette petite loupe, si je clique sur le commutateur, je vais pouvoir voir différentes choses, et notamment par exemple l'état des ports. Alors l'état des ports, c'est-à-dire en fait les prises, hein, je m'aperçois, si vous vous souvenez bien, la prise 10 et 11, sur lesquelles j'ai deux ordinateurs, et la 1 et la 2, sur lesquelles j'ai deux ordinateurs, qui sont à up. Voilà. Donc, alors voilà pour cette brève installation, hein, un petit réseau constitué de 4 postes. Voilà, donc cette brève présentation a simplement permis de découvrir un peu les prémices d'une configuration, hein. On a utilisé les éléments essentiels. Que dire d'autre pour cette prise en main? Bah écoutez, pas énormément de choses pour l'instant. On va s'intéresser au fonctionnement maintenant de ce réseau et ça va nous servir de test et donc d'approfondissement dans cette découverte du logiciel. Alors notamment ce qu'on va voir à l'usage, c'est le mode simulation tout à l'heure, qui va permettre de sélectionner des protocoles. Par exemple, si je veux voir ce qui se passe lorsque j'envoie un ping, et ben je désélectionne tout ça de cette manière-là et j'ajoute seulement les protocoles et les fonctionnalités qui m'intéressent. En l'occurrence, ces deux-là, pour pouvoir visualiser un ping, c'est très bien. Et puis, je ferme cette petite fenêtre. Soit je la ferme ici, soit je la ferme ici, ça revient au même. Vous voyez, elle apparaît, elle disparaît, ça revient au même. Mais il a mémorisé, si j'y reviens à tout moment, je vois mes deux sélections. Ici. Et en mode simulation, je vais pouvoir envoyer des éléments tout à l'heure. Donc je vais commencer par vous expliquer un petit peu comment on va procéder.
Une remarque, j'aurai l'occasion d'en reparler sans doute plusieurs fois pour ne pas que l'on ait tendance à oublier, mais en mode simulation, c'est extrêmement ralenti volontairement de façon à visualiser les paquets qui circulent sur les câbles. Alors vous allez voir qu'en fait on voit comme des petits messages qui circulent, on peut cliquer dessus au moment où ils aboutissent à un nœud d'interconnexion, ou bien à un point d'aboutissement. Ce que j'appelle ce que l'on appelle un nœud d'interconnexion, c'est un élément de passage, comme un switch, comme un routeur, comme un hub. Et puis un point d'aboutissement, c'est en fait une terminaison sur un réseau. Il n'y a rien d'autre qui partira plus loin que ça. Donc on peut visualiser les petits messages et les comprendre, les décoder, les déchiffrer, voir même plus loin, voir l'équivalent du contenu de la trame que l'on verrait avec un logiciel de capture réel. J'ai un petit peu simplifié, mais c'est quand même très proche de la réalité et ça donne plus qu'une idée, ça donne une information très très précise permettant de comprendre le fonctionnement et ou d'élucider un problème, voire résoudre un problème. Alors pour ça, on verra qu'on a un moyen d'avancer, de revenir en arrière et de figer ces événements qui circulent sur le réseau. Mais ce que j'ai dit, que je répète déjà une première fois, c'est qu'en mode simulation, tout est ralenti. Donc si par exemple vous avez besoin de redémarrer une machine ou un équipement réseau qui nécessite une procédure d'amorçage, ce qu'on appelle le boot, bah, il va être lui aussi ralenti, du coup ça peut durer longtemps si vous avez oublié que vous étiez en mode simulation. Voilà, alors une dernière chose à savoir, à dire aussi, on peut avoir normalement à utiliser ce câble bleu. Alors je vais illustrer pour l'instant par un ordinateur portable que je vais ajouter au schéma, que je vais brancher avec ce câble bleu du port série RS232 vers le port console de cet équipement. Et vous allez comprendre tout de suite, mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je vais allumer cet ordi, je vais rien configurer dessus du tout. Je vais aller dans la fonctionnalité terminale. Je vais régler et ou vérifier le cas échéant les paramètres de transmission qui sont sur cette liaison terminale. Alors c'est 9600 bits par seconde, un paquet de données dont la valeur en binaire est égale à 8 bits, pas de parité, 1 bit de stop, c'est-à-dire en fait le protocole de communication sur cette liaison série. Tous ces paramètres ici sont ceux que Cisco utilise, c'est du standard. Je fais OK et vous voyez à l'écran, je vois apparaître et je peux taper au clavier par exemple des petites choses, voir la version par exemple de mon switch. Donc je peux piloter, visualiser, administrer, redémarrer un équipement de cette manière-là. Voilà, par exemple pour le redémarrer. Et vous voyez que là, il redémarre. Donc c'est en mode simulation, le redémarrage va être fastidieux, je vous l'ai dit. Donc on passerait ici. On va mémoriser ça. Hop, on va passer ici pour voir le switch. Voilà, il a redémarré. Donc voilà, donc ce câble normalement dans la vie réelle il est présent, on ne peut pas administrer un switch tant qu'il n'a pas de connexion réseau. On est donc obligé d'utiliser ce type de câble et ça c'est la couleur caractéristique de ce câble qu'on appelle le câble console. Mais ici pour la suite des opérations, la plupart du temps je vais m'en passer parce qu'en fait quand vous cliquez sur le switch vous avez un équivalent de ce qu'on voit en fait ici. Alors, je vais vous montrer ça, c'est équivalent. Pardon, je me trompe, à ça. La même chose. D'accord. C'est synchronisé. Donc ça n'existe pas dans la vraie vie, on va dire, mais tout ça d'ailleurs, hein, il y a que c'est le logiciel qui nous permet d'administrer notre switch comme ça. Mais bon, c'est pratique.
puisqu'on n'est pas obligé d'utiliser le concept du câble console et du PC terminal. Donc voilà, je vais l'enlever avec ma petite croix, attention, no, hop, hop, et nous voilà débarrasser pour l'instant. Et donc dans la suite, on va attaquer la configuration, une première prise en main, en vue ensuite de pouvoir faire des TP réseau intéressants. Donc dans cette petite configuration, on voit bien que cet ordinateur là possède une adresse IP. J'ai simplement donc tapé la commande IP config et je vois qu'il a donc l'adresse IP qu'on a mis par configuration tout à l'heure. Et on peut voir par exemple l'autre ordinateur. On va vérifier, il doit avoir cette adresse IP. Et bien pour le vérifier, si on veut s'approcher de la réalité, on passerait donc dans un mode commande et on vérifie ici. Voilà, donc on voit bien nos deux ordinateurs qui possèdent chacun une adresse IP et elles se suivent parce que nous l'avons choisi ainsi. Et on va pouvoir donc pour faire notre premier test envoyer un ping, c'est-à-dire en fait une demande d'échange par écho. Un ping, c'est en fait tout simplement l'émission d'un paquet depuis une source, donc là elle va être cette machine ici, à destination de l'adresse IP ou d'un nom d'ordinateur qui puisse être résolu par le système, de façon à demander à cet ordinateur de nous renvoyer le même paquet. Ça permet de tester la ligne, la capacité de notre machine à envoyer et recevoir une donnée, et d'estimer même le temps que met le paquet à faire ce chemin d'aller-retour. Donc c'est ce qu'on appelle dans ce cas-là la latence, le temps aller-retour. Alors là, on va essayer d'envoyer un ping vers cette adresse et il suffit de le faire pour s'apercevoir que on a un retour de la machine numéro 2 ici. Donc c'est la preuve que ça marche et bien évidemment dans ce cas là on peut parier que si je fais l'opération inverse, c'est-à-dire que je pars de la 10.02, j'envoie un ping vers la 10.01 et j'ai bien mon retour. D'accord? On va faire une toute petite expérience pour bien comprendre le fonctionnement. Je vais éteindre cette machine, je vais envoyer un ping à nouveau, ça ne marche plus, il va se mettre en échec, c'est-à-dire avec un délai d'attente trop long, il va estimer que la réponse est en dépassement. Alors je vais rallumer cette machine et on voit que c'est pas immédiat parce que le switch là n'a pas pris en considération le port et n'active pas encore le lien. Alors on peut insister un peu tant que c'est pas vert. Vous voyez, tant que c'est pas vert ici, ça fait comme si c'était éteint en fait. Et après, il faudra une seconde ou deux, le temps qu'une requête d'analyse ici s'établisse entre le switch et le PC. Là, on voit que c'est toujours pas vert, donc c'est voilà, maintenant c'est vert, et vous voyez, hop, le ping passe. Très bien, donc dans cette première approche, en fait qui est très très simple, on peut donc voir un simple échange entre deux machines, et une configuration assez simple. Ici, pour rappel, j'avais indiqué cette adresse là. Donc on va essayer d'envoyer un ping depuis cette première machine. Donc je suis ici et je cherche à aller là. Donc la commande est la même, mais l'adresse, cette fois-ci, c'est celle-là. Et là, on s'aperçoit que le paquet est envoyé par cette machine. Alors en fait, on ne sait pas trop s'il est envoyé, puisque là on ne peut pas le voir, mais on s'aperçoit comme s'il y avait un problème de fonctionnement. Bon alors si vous avez déjà acquis les connaissances nécessaires à la compréhension de ce problème, vous saurez déjà qu'il est évident que ça ne marche pas, étant donné que cet ordinateur-là, de par sa configuration, on va la rappeler cette configuration. Ça marche pas les commandes pour effacer l'écran, c'est pas bien grave. Donc la configuration c'est 10.0.0.1, tandis que l'adresse de l'autre machine c'était 192.168.1.1, celle-ci en l'occurrence. Donc c'est différent, il n'y a pas besoin d'ailleurs même d'avoir une connaissance très approfondie du réseau pour voir que ça n'a rien à voir avec ça, si ce n'est le 1 final, il n'y a rien de commun.
Et donc on n'est pas sur le même réseau. Et pour passer d'un réseau à un autre, la leçon à retenir et qui sera de toute façon absolue et définitive, c'est que pour passer d'un réseau à un autre, il faut utiliser un routeur intermédiaire. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce PC-là envoie ces données à un routeur qui se charge de les envoyer à l'autre machine. Et pour ça, il faudrait que le routeur soit à la fois configuré pour dialoguer avec les machines de ce réseau-là et celles de ce réseau-là. Et si c'est le cas, eh ben à ce moment-là, il n'y a aucun problème pour passer des données de là vers là. Bon, par contre, le test qui est possible de faire, c'est d'envoyer un ping d'ici vers en bas. Et si on ne s'est pas trompé, on avait dû indiquer cette adresse-là. Alors attention, je vais taper un petit peu vite la commande avec une faute. Du coup, ça marche pas. C'était une erreur de faute de frappe. Voilà, ça fonctionne bien, pas de souci particulier. Donc voilà, cette première configuration ne révèle rien de bien compliqué, rien de bien particulier, mais permet en fait une petite prise en main d'une configuration faite d'un commutateur de 4 PC, et en ayant configuré des adresses différentes, on s'aperçoit que les données ne passent pas. Maintenant, je voudrais vous montrer en fait la réalité de cette configuration. Alors pour remettre en quelque sorte les compteurs à zéro, je vais utiliser la petite commande d'arrêt et de redémarrage. Vous voyez, tout s'éteint. Et on va attendre un petit peu que tout redémarre. Et ou si on est pressé, je vous rappelle qu'on peut appuyer sur ce bouton là 2 fois, ça augmente le temps à la vitesse normale de fonctionnement réel. Maintenant, je vais choisir ici l'onglet simulation, et je vous rappelle qu'on avait sélectionné ces deux petits protocoles. Si ce n'est pas encore fait, vous faites comme ça. Vous faites en sorte de vous débarrasser là, en cliquant sur ce bouton là, Show All ou None. Il bascule entre tous ou aucun. Et une fois qu'il est à None, vous allez sélectionner ARP et ICMP. Alors ARP et ICMP sont les deux protocoles, probablement d'ailleurs parmi les plus courants des utilisations, mais qui consistent à mettre en évidence les échanges de résolution d'adresses entre les machines. Ça c'est ARP. Et les échanges de messages. Par exemple, lorsqu'on fait un ping, ça envoie des données. Un peu comme si vous mettez un courrier dans une enveloppe. Mais le courrier qui est dans l'enveloppe, c'est le protocole ICMP. Donc voilà, on va se débarrasser de la liste des événements. Mais on reste en mode simulation. Et on va refaire un ping. Alors, on refait l'expérience de tout à l'heure. La première qui avait fonctionné. Qui était ping 10.0. 0,2, c'est-à-dire que j'envoie un paquet vers la machine du bas. Et vous allez voir ce qui va se passer, je vais faire entrer, et vous allez surveiller ce qui se passe ici. Alors regardez bien, en fait on voit apparaître deux enveloppes, une qui se met à bouger un peu ici comme ça, il s'agit en fait d'une mise en attente qui symbolise comme ça, et une enveloppe prête à partir. On voit qu'elle est prête à partir parce qu'elle prend la tête du cortège. Et si vous cliquez sur les enveloppes, en fait, l'une ou l'autre, faites bien attention, si vous cliquez sur une enveloppe ou l'autre, vous voyez évoluer un petit tableau qui exprime ce qui est en train de se produire au moment où ça se produit. Et alors par exemple ici, on voit que les choses sont un petit peu différentes. Ici, il y a deux étapes qui sont envisagées ici, alors qu'ici, il y en a que... Alors les deux sont 3 et 2, layer 3, layer 2, tandis que celle-là c'est layer 2, layer 1, il n'y a pas de layer 3. Alors, on ne peut pas rentrer dans le détail ici dans cette présentation de prise en main, mais il s'agit en fait du reflet de fonctionnement calqué sur le modèle de référence OSI. On va aller faire un petit tour sur internet pour vous rappeler le modèle OSI. Modèle OSI. Alors normalement ça doit déjà être quelque chose sur lequel vous avez travaillé pour comprendre le fonctionnement de votre système informatique. Le modèle OSI, c'est un système qui permet en fait de
comprendre et surtout d'établir une normalisation entre les machines réseau qui veulent échanger des données. Et en fait, ce modèle OSI, pour faire simple, a vu le jour à la fin des années 70, lorsque certaines machines possédant certaines architectures de l'époque n'autorisaient pas et ne permettaient pas à d'autres architectures issues d'autres marques d'échanger des données. Et du coup, impossible de transférer des informations d'une machine à une autre, et les réseaux devenaient vraiment un petit peu mono-marques. Et ça posait un problème. Donc les grands constructeurs et les éditeurs de logiciels impliqués dans le réseau se sont mis d'accord pour établir une conceptualisation sous forme de 7 couches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec une couche matérielle qu'on appelle les couches basses, orientées technologie matérielle, et puis des couches hautes, les 4 dernières couches, 4, 5, 6, 7, orientées plutôt logiciel, on appelle ça les couches hautes. Plus on monte, plus c'est logique, proche de l'humain, proche de l'interaction homme-machine, et plus on descend, plus on s'en éloigne, et plus c'est proche du câble. Et le câble, ou le moyen d'échanger les données, en fait, se greffe ici. C'est-à-dire que on brancherait un câble sur une machine, et on attaquerait cette machine par la couche physique, ça monterait progressivement jusqu'à montrer à l'humain les données qui sont produites. Alors bon, je vous invite à lire cet article, il suffit de taper modèle OSI et de lire ce premier article pour en comprendre les principes de base. Donc, dans ce modèle OSI, en fait, il est représenté ici sous forme de 2 couches, enfin c'est de 2 piles, pardon, chacune de cette couche. Et ici, on comprend que out layer, ce sont les couches de sortie, et ben, il ne se passe rien en in layers. Donc, a priori, la machine est en train de produire une donnée en sortant. Donc, ça descend de 2 pour aller vers 1, et ensuite, ça va quitter la machine. Et donc, cette petite enveloppe là que j'ai sélectionnée, on voit le niveau 2, layer 2. On peut comprendre de quoi il s'agit, et vous voyez que quand je mets ma souris dessus et que je le sélectionne, on a aussi des petits commentaires sur les fonctions essentielles qui sont en train d'être produites ici. Donc, voilà. Ici, je peux en savoir plus, il ne se passe pas grand chose niveau 1. La carte Fast Ethernet 0 va envoyer la trame à l'extérieur. Et ensuite, elle va suivre son chemin. Voilà, donc ici, habituez-vous à cliquer sur ces enveloppes, à commencer à essayer de les analyser, même au début de votre apprentissage, pour essayer de faire le lien avec vos connaissances théoriques acquises lors des formations. C'est riche d'enseignements. Ici, on voit les adresses MAC, par exemple, les adresses IP, et ça permet de comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer. Voilà, donc une fois qu'on s'est suffisamment documenté, on peut fermer cette fenêtre et vous faites avancer la petite enveloppe verte d'un cran en cliquant ici. Elle va rejoindre le switch et au passage on voit que l'autre enveloppe pour l'instant disparaît, celle qui était en attente. Si on analyse le switch, on regarde ce qui rentre, alors on peut imaginer que ça arrive ici, puis que ça va faire comme ça et que ça va ressortir par là. Et si on regarde, ça rentre par le port 0,1, c'est-à-dire le câble que j'ai branché tout à l'heure ici, il est sur le port 1. Et c'est analysé par le switch, donc la trame est captée par le switch, elle est analysée, c'est résumé ici et c'est expliqué en détail ici. Alors on ne va pas en parler pour l'instant, ça sera à vous de le faire et de l'observer. Et une fois que le switch a fait cette analyse, il décide d'une action à produire. Et là on voit en fait qu'il produit en fait il va transmettre la trame et elle va ressortir par le port 10, 11 et 2. Donc en fait tous les autres ports. Il va donc la diffuser. On dit qu'il diffuse dans ce cas-là. Port 2, 10, 11. Observez 10 et 11. Alors vous remarquerez au passage qu'ils reçoivent bien le message. Il ne s'est pas bloqué ici. Et pourtant, si vous vous souvenez bien, les adresses IP qui sont ici n'ont rien à voir avec celles qui sont là. Et on avait pu voir tout à l'heure que ces deux machines arrivaient à communiquer, alors que ces deux-là aussi entre elles, mais ce groupe de machines ne va pas communiquer que celui-là.
du fait qu'il n'y ait pas de routeur et qu'elle soit sur des réseaux différents. Et bien malgré ce problème, on s'aperçoit que la machine ici, enfin les machines qui sont ici, reçoivent les messages. Alors le fait est qu'elle les ignore, et on va prendre une des deux enveloppes pour comprendre pourquoi elle ignore la machine. Pourquoi elle ignore le message, plus exactement. Alors on voit que le message arrive par le port 0, qui est sa carte réseau. Ensuite on voit qu'il analyse. Et on s'aperçoit au point numéro 4 ici que la machine fait une analyse. Elle s'aperçoit qu'il s'agit d'une trame de requête, c'est-à-dire en fait une question est posée à la machine. Et la question c'est est-ce que l'adresse IP qui est contenue dans le message qui arrive est identique ou pas à l'adresse qui est celle de la machine elle-même. C'est-à-dire est-ce que l'adresse de cette machine correspondrait par hasard à l'information qui est indiquée ici. Eh bien non, c'est pas le cas. Du coup, absolument pas le cas. Hein. C'est pas le même réseau, nous on le savait déjà, mais elle fait le test. Et elle s'aperçoit qu'il est dans un différent réseau. Du coup, elle décide de supprimer, de jeter la trame. Le mot drops. Ici, elle jette la trame. Donc fin du voyage pour cette trame à ce niveau-là. Pareil ici, hein, on regarde rapidement. Drops the frame. Quant à là, on voit bien qu'il n'y a pas la petite coche rouge. Ça veut dire que la machine prend en compte la trame, tout comme l'autre, mais au point numéro 5, s'aperçoit que l'adresse IP demandée correspond à une adresse qui est configurée ici sur le port de réception. Du coup, on s'aperçoit du point numéro 6, la machine, lors de la captation de la trame, va mettre à jour une table ARP, et cette table ARP va consister à conserver cette information de correspondance pendant quelques temps. Donc c'est ce qu'on appelle la table ou le cache ARP. Le cache ARP va être mis à jour, et une fois que c'est fait, la machine procède à un retour. Donc elle retourne la trame, mais vous voyez qu'on a basculé sur une préoccupation de sortie, outlayer. La machine bascule ici. Elle répond ici à la machine qui lui a transmis ce message. Donc en fait elle fait un retour. Et elle encapsule ça de façon à l'envoyer par la carte. Et voilà ce qu'on peut voir maintenant si on fait avancer. On voit ce retour, je ne vais pas m'arrêter sur le switch. Alors, le switch, vous allez voir qu'en fait, il ne va pas diffuser, contrairement à tout à l'heure, il va juste renvoyer ici. Et je vais l'expliquer plus tard dans un autre contexte, mais pour faire simple, pour faire rapide, le switch, au moment du passage aller, a pu voir les informations émanant de ces deux machines pour en repérer les adresses physiques, ce qu'on appelle les adresses MAC. Il a lui-même mis à jour une table lui permettant de connaître qui sont les machines branchées sur ces ports. Et quand cette machine indique l'adresse de celle-là comme destination, eh bien le switch est tout à fait capable de lui envoyer à elle et à elle seule. Et c'est pour ça que cette fois-ci il ne diffuse plus mais il commute. Il fait son travail de switch, c'est-à-dire il commute les données. Hop, on a déplacé ça. Alors maintenant, retour à l'explication. La requête est acquittée. Acquittée, ça veut dire qu'elle est prise en compte avec succès. Et on peut le voir ici. Donc, on peut voir au point numéro 5, la machine met à jour elle-même sa table, comme l'avait fait celle-ci. Et elle passe au point 6 qui va en fait consister à envoyer le paquet qui avait été mis en attente tout à l'heure, qui refait surface, le voilà. Je le montre ici. Ce paquet, il va être en fait ici transmis. Et comme il est mémorisé depuis un moment dans la machine, ici il se peut que le destinataire qui attendait ce paquet, on va parler au conditionnel qui pourrait avoir attendu ce paquet, se soit un petit peu découragé et puis considère que ce paquet est perdu. Alors, on va voir ce qui se passe, c'est juste une information au passage. Le paquet est envoyé. Il arrive dans le switch. Le switch fait le travail, il s'aperçoit
qu'il possède l'adresse du destinataire dans sa table de mémoire. J'en ai parlé tout à l'heure. Il va donc commuter vers le bon port, le Fast Ethernet 02. Il ne diffuse pas, il commute. On voit le paquet arriver. Le paquet est examiné par la machine qui le reçoit. Elle l'ouvre, elle s'aperçoit qu'il s'agit d'une trame qui contient une adresse qui correspond à la sienne, donc ça veut dire que le paquet est bien destiné. Elle passe à l'étage supérieur pour analyser l'information qui est dans le paquet. Et dans le paquet, elle s'aperçoit que c'est un paquet utilisé par le protocole ICMP. Alors le protocole ICMP, c'est un protocole de message pour établir des contrôles. Et il permet en fait, ce protocole, de véhiculer des messages, et j'en ai touché 2 mots tout à l'heure. En fait, quand on fait un ping, le protocole qu'on utilise, c'est celui-ci en fait. Donc c'est l'un des protocoles fondamentaux de la pile des protocoles IP, et c'est un des plus utilisés parce qu'en fait ce protocole-là, il envoie les messages. Si on n'envoyait rien, les informations seraient considérées comme nulles et donc ne seraient pas prises en compte par les équipements intermédiaires, ils seraient détruits. Donc ICMP permet en fait de produire, d'envoyer, de gérer les messages échangés. On ne va pas faire le détail, mais vous pouvez le lire ici. Cet article est suffisamment clair pour comprendre le fonctionnement. Donc, il traite le message ICMP, il en voit le contenu. Il s'agit d'un message de echo request, c'est-à-dire une demande d'écho. En clair, quelqu'un m'envoie ce message, ça veut dire que je suis censé y répondre. Echo request, ça veut dire que je suis censé produire un écho. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il produit un paquet en sortie ici, et qui va être un retour, un reply. Donc il va envoyer le retour sur ce même message, donc au même destinataire. En fait, il renverse le message. Donc le message va descendre, va être envoyé à l'adresse MAC de l'expéditeur et transmis à la carte réseau. Le switch va le commuter, non le diffuser. Et voilà notre paquet. Acquittement de ce paquet, fin de l'opération. D'accord. Alors en fait, si on continue d'appuyer sur ce bouton, on va s'apercevoir en fait qu'il y a 4 échanges dans un ping. Le logiciel ping est programmé pour produire 4 échanges. Du coup, après acquittement, quand on rappuie, ça forge un nouveau paquet. Voilà, j'en suis au 3e là maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on clique sur le PC ici, mais pas, non pas au niveau de la simulation, mais au niveau du PC lui-même, donc ici, on va s'apercevoir que mes 3 paquets, je les vois là, ici. Et j'en suis au 4e, que je vais envoyer maintenant. Voilà, et c'est seulement maintenant, après acquittement ici, que je vais pouvoir voir mes 4 paquets à la fin de l'opération. Voilà. Donc voilà, cette présentation par ping ici de ce côté-là a été claire au niveau du fonctionnement. On savait que ça marchait et on sait que de l'autre côté ça marche pas. Maintenant je vais vous montrer pourquoi ce qui se passe, mais nous savons qu'il n'y a pas de routeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passerelle. La passerelle en anglais, je vous le rappelle que ça s'appelle gateway. Donc il n'y a pas de gateway dans mon schéma et il n'y en a pas de configuré ici. Donc s'il y en avait une de configurée ici mais qu'elle n'existe pas, ça produirait une tentative de cette machine de transmettre, mais probablement ça ira pas bien loin puisqu'il n'y aurait pas de réel gateway. Et s'il n'y en a pas comme c'est indiqué ici, c'est-à-dire il est indiqué 000, ce qui veut dire rien, et bien à ce moment-là la machine va prendre la décision de ne pas envoyer quoi que ce soit qui ne soit pas sur son réseau. Et je vais vous le montrer maintenant avec cet exemple. Je vais envoyer un ping vers une adresse des voisins d'à côté, par exemple celle-ci. Alors ça produit, comme tout à l'heure, une requête ARP. On va analyser la requête ARP. Elle cherche la gateway. Pourquoi? Parce que cette machine a compris, en comparant son adresse IP avec celle que je cherche à atteindre par mon ping, donc, qu'elles sont sur des réseaux différents. Et
elle applique la règle. Si la destination est sur un réseau différent du point de départ, de la source, alors il faut remettre le paquet à la gateway qui va en faire le transfert. Donc il cherche la gateway. Comme la gateway est indiquée à 192, 168, pardon, est indiquée à rien du tout d'ailleurs, qui est des bêtises. On ne peut pas le voir ici parce que ma fenêtre ici gêne, mais elle est indiquée à rien du tout. Donc impossible de l'atteindre. Et du coup, il va chercher une gateway fantôme. Alors je vais le refaire parce que ça serait intéressant de voir exactement ce qui se passe. Je vais le faire avec celle-ci. Ça va revenir au même. On va pinguer là 192, 168, 1.1. Donc le voisin qui se trouve ici. J'appuie sur Entrée. À nouveau, mise en attente du paquet pour transmission de la requête de recherche d'adresse de la gateway. Il recherche donc l'adresse MAC, c'est-à-dire l'adresse physique de la gateway, et pour ça il vise la gateway. Mais comme la gateway est à 0, eh ben, il ne va pas la trouver, bien évidemment. C'est transmis au switch. Le switch transmet ici. Lui, il s'en moque complètement de l'adresse IP. Ce qui l'intéresse, c'est les adresses MAC. Donc pour lui, quand vous lirez tout ça, vous comprendrez qu'en fait, il n'y a pas besoin de prendre en compte cette requête pour lui-même. Alors c'est un petit peu ambigu ici pour l'instant, le point 5 et 6, parce qu'on fait référence à des VLAN et qu'on ne sait pas encore ce que c'est. Mais il prend la décision en fait d'envoyer vers tous les ports, sauf celui par lequel la requête a été envoyée. Donc il va diffuser. Et la requête va atteindre tous les destinataires possibles. Aucun ne va se reconnaître, ni même le destinataire visé, parce que lui, lorsqu'il reçoit cette trame, il s'aperçoit que la requête est une question qui recherche l'adresse IP, et l'adresse IP qui est recherchée c'est 0000, et lui ne connaît pas cette adresse, il ne la possède pas, il ne répond pas, il détruit la trame, il jette la trame, rots the frame. Pareil pour lui, pareil pour lui. Donc fin du voyage, échec ici. Là, on va voir que ça va passer en timeout. Je vous rappelle qu'il va faire 4 tentatives. La première va échouer, on en est à 2 doigts ici. Et on peut l'analyser ici. Il est en timeout. Il détruit le premier paquet ici. Voilà. Deuxième paquet, et ainsi de suite. Donc, pas la peine de poursuivre, on sait déjà ce qui va se passer. Je repasse en mode real time pour reprendre la main au niveau de la vitesse. Et voilà, maintenant, alors qu'on a fait ces différents tests, on peut en déduire que le comportement normal de ce réseau est de faire communiquer l'ensemble de ces 4 machines dès lors qu'il ne s'agit pas d'une préoccupation d'adresse. Donc quand on n'utilise pas de protocole permettant de se soucier de l'adresse IP, c'est-à-dire quand par exemple on envoie une diffusion réseau, l'adresse IP n'est pas utilisée comme critère, mais c'est les adresses matérielles, c'est-à-dire les adresses dites MAC. Donc à ce moment-là, le switch peut parfaitement envoyer à tout le monde les messages, c'est pour ça qu'on les a vus aller partout. Mais dès lors que les messages sont reçus par les machines et qu'il s'agit d'interpréter si oui ou non la machine est visée en tant que destinataire, ce sont donc les adresses IP cette fois-ci qui sont exploitées, et bien là on voit bien que les adresses IP de ce côté-là n'ayant aucun rapport avec celles-là, les trames arrivent mais les messages IP sont refusés à destination. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est de se dire que à ce moment-là, comme nous savons en tant que concepteurs de ce réseau, que c'est dommage, et j'ai envie de dire idiot, d'envoyer des trames qui partiraient par exemple de la région, la zone jaune ici, vers la zone orange, sachant pertinemment qu'elles ne pourront pas être exploitées par les oranges puisqu'ils ne sont pas sur le même réseau. Et inversement, il serait idiot et dommage d'envoyer des trames partant d'ici vers les jaunes,
sachant très bien qu'ils ne pourraient pas les exploiter. Après, on peut très bien dire, oui, bon, bah, tant pis, on les envoie, ils les traitent pas, et c'est très bien, c'est ce qu'on veut finalement. Mais il faut penser que les trames sont reçues par les ordinateurs qui sont ici, et quand ils reçoivent la trame, ils sont obligés de les traiter. Et en traitant les trames, ben, vous sollicitez cette machine, c'est-à-dire qu'elle ralentit pour faire l'état de traitement. Et alors si par exemple vous étiez en train de faire quelque chose qui était très critique, qui nécessitait une stabilité absolue, et ben, vous imaginez bien que cette machine, une fois qu'elle reçoit une trame, pouf, elle est obligée de s'arrêter de travailler temporairement, même si ça va vite, elle s'arrête pour traiter la trame, pour se rendre compte que cette trame ne lui est pas destinée, pour prendre la décision de la jeter et ensuite retourner à ses occupations. Ben, ce temps d'arrêt, s'il est très fréquent, s'il est trop fréquent, pourrait même aller jusqu'à peut-être le ralentissement, voire l'arrêt de la machine. Il y a même des techniques d'inondation d'informations qui permettent à des pirates mal intentionnés d'inonder un réseau avec une vitesse et un volume de données tellement élevés que les machines qui recevraient les trames se verraient obligées de se couper du réseau en fait. Et du coup, c'est une technique qui permet d'attaquer une machine en vue de sa déconnexion au réseau et de lui prendre sa place. Alors, la réflexion, c'est de se dire, il faudrait en fait que ces deux machines-là ne soient pas reliées à celle-ci. En tout cas, pas directement. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de soit séparer au niveau de ce switch et d'en mettre deux. Alors c'est une technique qu'on utilisait et qu'on utilise encore aujourd'hui, mais qui oblige à établir physiquement cette séparation. Et physiquement, ça peut avoir des effets compliqués. Par exemple, il faut déplacer des prises, peut-être tirer des câbles, peut-être changer de place des machines dans l'entreprise, peut-être acheter des équipements nouveaux. Alors, même si c'est possible, c'est pas très pratique. Et la deuxième méthode, c'est de faire ça, mais de manière virtuelle. C'est-à-dire en fait de séparer ce switch. Alors ici, il faudrait imaginer que je le sépare dans le sens vertical. Tout ce qui est à gauche, d'un côté, tout ce qui est à droite de l'autre. Et bien, dans ce cas-là, on dit qu'on fait une programmation de réseau local virtuel, de réseaux locaux virtuels, puisqu'il y en aurait deux, le jaune et l'orange. Alors, je vais le faire très très rapidement et on s'arrêtera ensuite à cette démonstration. Je vous rappelle que j'avais branché mes ordinateurs en ayant pris soin de relever les noms des ports. Mais si j'ai oublié, petite astuce, vous venez ici dans Options, Préférences. Dans cette fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez afficher de manière permanente les noms des ports. Alors ça va envahir l'écran d'information, mais ça va être pratique, regardez. Vous quittez, petite fenêtre, et maintenant, si vous déplacez les machines, c'est plus commode de voir le numéro de port. Vous voyez là, regardez côté switch, vous voyez bien que ici, on voit le numéro de port, FA0, FA011, FA010. De ce côté-là, regardez côté switch, FA02, FA01. Et côté PC, FA0, FA0, Giga0, FA0. Donc on voit parfaitement ici les numéros de port. On peut toujours déplacer tout ça pour rendre les choses plus faciles. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, les jaunes sont sur FA01, FA02. Les oranges sont sur FA010, FA011. Et bien, je vais, sans taper aucune commande, c'est-à-dire en me servant de ce logiciel paquet traceur, en trichant un petit peu, parce que dans la vraie vie, il faudrait venir ici, taper des commandes qui sont pour l'instant un peu compliquées à découvrir pour cette première prise en main. Donc on va pas passer par là, on va tricher par là ici, et on va établir une configuration de deux VLAN. Un que je vais appeler jaune, mais auquel je vais donner un numéro, et un autre que je vais appeler orange, auquel je vais donner un autre numéro. Les VLAN, vous avez un système qui permet de les créer ici, VLAN database. VLAN database, il suffit de donner un numéro, c'est obligatoire, et lui donner un nom. Vous l'ajoutez,
il apparaît ici. Et vous remarquerez qu'il n'est pas tout seul, il y avait déjà le 1. Celui-ci, on ne peut pas l'enlever. Cela non plus. Ça, ce sont des VLAN de structure, on est obligé de les conserver. Nous, on a rajouté celui-là, et bien on va rajouter le deuxième, orange. Voilà, le jaune, les oranges. Maintenant que les jaunes et les oranges sont faits, pour l'instant on va rien faire d'autre, et on va rappeler ce qui se passe. Je vais éteindre à nouveau le courant, pour vider les compteurs, pour remettre à zéro ce switch. Et vous allez voir que, en faisant ça, en fait, j'ai perdu le beau travail que je venais de réaliser. Alors j'ai fait exprès pour vous montrer que... D'ailleurs j'ai dit une bêtise, vous voyez, il les a conservés. J'ai fait exprès pour vous montrer qu'il fallait conserver absolument la configuration de manière statique. Or là, je ne l'ai pas fait, ça marche quand même. Et en réalité, je ne suis pas allé assez loin dans ma démonstration. Donc oublions ce qui vient d'être dit, ça c'était un petit peu tôt. Je n'ai pas encore établi la commutation de VLAN. Je vais la faire maintenant. Donc cette commutation de VLAN, c'est-à-dire en fait, il s'agit de dire que le port FA01 et le 02 sont sur le VLAN 10 qui est jaune, puis les deux autres sont sur le VLAN 11. Alors, je vais aller vite. Sans doute trop vite pour la compréhension détaillée. Vous pourrez, dans une autre vidéo de démonstration, aller beaucoup plus précisément et lentement à la réalisation de cet exercice. Mais là, c'est uniquement pour montrer le résultat que je fais cette séparation. Alors, on commence ici. On choisit VLAN, le port 10 et 11 qui devait aller sur les oranges, et le 1 et 2 qui doivent aller sur les jaunes. Alors, je vais commencer par le 1. Je le bascule sur les jaunes. Je prends le 2, je le bascule sur les jaunes. Voilà. Ensuite, alors on peut vérifier ici, le port 1, il est sur le VLAN 10, le port 2, le port 2, ça n'a pas marché. Voilà, c'est fait. Le 10, je le bascule sur le VLAN 20. Et le 11, je le bascule sur le VLAN 20. Donc on résume, 1 et 2 sont sur le VLAN 10, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 sont restés sur le VLAN 1, le 10 est sur le VLAN 20, le 11 aussi, et ensuite ça recommence, 12, 13 jusqu'à 24 sont sur le VLAN 1. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsqu'on voudra faire des tests, et je vais me mettre en mode simulation pour pouvoir voir les paquets, et bien, par exemple ce PC là voudra pinguer le 10.0.0.2. Alors nous savons que c'est facile pour lui puisqu'il se trouve ici, mais nous savons aussi que tout à l'heure il avait inondé le réseau. Donc le switch va tenter d'inonder le réseau, mais il pourra le faire que sur le VLAN sur lequel la trame arrive. J'ai été un peu vite, je recommence. Voilà, donc on voit que l'enveloppe arrive ici et le switch ici ne va la transmettre que vers les ports actifs qui correspondent au VLAN qui lui correspond. Et si je fais le test d'un autre PC, alors par exemple de lui vers lui, alors au lieu de faire ça d'ailleurs, ça fait partie aussi de votre découverte de paquet traceur, au lieu de faire ça, là, cette commande de ping, au lieu de taper ça par exemple, d'accord, au lieu de faire ça, vous pouvez faire ça avec la petite enveloppe qui est là, celle du haut. Vous la prenez avec la souris, elle part avec vous, vous la posez ici, et vous voyez elle est là, et vous allez viser le destinataire. Ça va en fait
déclencher un ping qui part d'ici pour arriver là. Et ça lance automatiquement le ping sans qu'on ait à faire quoi que ce soit d'autre. On voit le ping se met en attente, la requête ARP va lui passer devant. Et elle devrait être inondée par le switch qui va la transmettre sur tous les ports du même VLAN, donc uniquement le port 11 et pas le port 1 et 2. Ces PC là, maintenant on peut en conclure qu'ils ne reçoivent pas l'information, ils ne sont pas du tout dérangés dans leur travail, ils peuvent continuer à faire ce qu'ils faisaient, ils n'ont pas du tout d'interruption, rien n'arrive sur ce câble, Pourtant c'est bien une diffusion. Et vous voyez, le retour aussi ne les gêne pas. Donc, ça met en évidence l'efficacité qu'apportent les VLAN sur l'architecture réseau globale. Voilà, donc c'est la fin de cette présentation. Pour l'instant, il n'est pas nécessaire d'expliquer quoi que ce soit d'autre. Ce qu'il faut faire face à cette situation pour vous, c'est donc de repartir sur des exercices où vous constituez des réseaux, vous prenez en main le montage, vous essayez, en vous appuyant sur cette vidéo, de reproduire à l'identique les choses. Ça va vous aider en tant que guide à parvenir à un résultat. Puis après, vous essayez vos propres exercices de j'ajoute des PC, j'ajoute des VLAN dans un premier temps, et je fais fonctionner tout ça. N'oublions pas, et pour l'instant je ne peux pas tout expliquer dans cette courte présentation, que si on coupe le courant, alors je vais quand même vous le faire pour vous le montrer, deux commentaires. La première, c'est que si vous coupez le courant et que vous êtes en mode simulation, il va mettre très longtemps à redémarrer. Je vais le faire pour vous montrer. Je coupe et il va mettre très longtemps à redémarrer. Parce que en mode simulation, le temps est ralenti. Donc faites attention à passer en mode temps réel. Donc vous allez voir, ça va aller plus vite, et si ça va pas assez vite, vous cliquez 2 fois ici. Et donc la deuxième chose à noter, c'est que la conséquence d'avoir coupé le courant fait que ce switch a bien retenu les VLAN, ça c'est une information qui s'enregistre dans le switch sous forme de fichier, mais il ne sait plus que les ports 1 et 2 faisaient partie du VLAN 10, il ne sait plus que les ports 10 et 11 faisaient partie du VLAN bas. Donc tout est perdu, et du coup quand on refait le test en mode simulation pour voir ce qui se passe de l'envoi par exemple de là vers là, on voit bien l'inondation réseau. Le PC qui est visé, c'est celui-là, ces deux-là ont reçu la trame, ils sont dérangés, ils sont gênés, alors qu'il n'y avait aucune raison que ce soit le cas. Mais le VLAN ne fonctionne plus, puisque le switch a perdu le courant. En perdant le courant, il perd la configuration que nous avions fait. Alors, pour le remède à ça, et je finirai là-dessus, le remède à ça, en trichant avec ce logiciel, il a été prévu un bouton Save. Donc quand vous pensez que votre configuration est correcte et que vous voulez la conserver pour la réutiliser plus tard, eh bien vous n'oubliez pas de sauver la configuration ici. Et à ce moment-là, ce que vous avez fait est conserver dans une mémoire non volatile apparentée à une mémoire flash. Et le switch peut parfaitement être éteint et rallumé, il récupérera les informations courantes. Bien voilà, donc cette présentation s'achève sur ce commentaire, et vous pourrez d'ores et déjà, avec le peu d'informations dont vous disposez, à travailler avec ce logiciel Packet Tracer et commencer à vous former à la compréhension du fonctionnement des réseaux, notamment de la commutation et du routage.